Bonjour à toutes et à tous. Je voulais dire quelques mots d'un livre que viennent tout récemment de publier les éditions critiques, intitulé Le capitalisme face à son déclin, qui a été coécrit par l'équipe de l'OIC, l'Observatoire international de la crise, qui rassemble une équipe d'auteurs marxistes travaillant dans différentes disciplines, allant de l'économie aux sciences politiques, à la sociologie, à l'anthropologie, et même au-delà, il y a aussi des démographes, des biologistes même. Parmi les auteurs qui ont directement participé à l'écriture de ce livre, je citerai Wim Dirksens des Pays-Bas et du Costa Rica, il vit depuis longtemps au Costa Rica maintenant, Andrés Piqueras d'Espagne, Walter Formento qui est argentin, Paolo Nakatani, brésilien, et moi-même. Mais d'autres ont indirectement aussi travaillé, au moins au travail préparatoire, disons, de ce livre. Alors cet observatoire a déjà publié d'assez nombreux livres en anglais et surtout en espagnol, en portugais aussi, mais c'est la première fois que l'un de ces livres est disponible en français. L'OIC, Observatoire international de la crise, a été créé il y a une quinzaine d'années par un petit groupe d'auteurs engagés, d'intellectuels engagés, à gauche, nous sommes marxistes, dans le but de produire de la connaissance, des réflexions sur la crise du capitalisme actuel, crise structurelle, crise systémique, mais aussi pour fournir des éléments d'alternative post-capitalistes placés au service des luttes des peuples, au sud, bien sûr, mais aussi au nord, au service des résistances anticapitalistes, disons. Pour nous, le XXIe siècle n'est pas la fin de l'histoire, mais bien plutôt le début possible d'une nouvelle civilisation. Alors, je l'ai dit, notre cadre de référence théorique revendiqué, c'est le marxisme, qui est mobilisé, explicité tout au long de l'ouvrage, en particulier dans les deux premiers chapitres, peut-être un peu plus théorique, mais finalement facile d'accès, il faut le dire. C'est un livre grand public, c'est un livre avec une très forte dimension composante, disons, géopolitique, donc qui présente un intérêt vraiment pour un très large public. Et pour ceux qui sont plus soucieux de fondements théoriques, ils trouveront de quoi les occuper, disons, dans les deux premiers chapitres de l'ouvrage. Alors, le marxisme reste pour nous une référence essentielle pour comprendre, pour analyser, pour critiquer le capitalisme actuel, mais aussi pour formuler des alternatives théoriques et aussi pratiques, bien sûr. Donc 200 ans après la naissance de Marx, ou 201 années exactement après la naissance de Marx, le marxisme est selon nous toujours vivant. Il est, comme dit l'autre, increvable et surtout fort utile pour rendre compte et pour se rendre compte des contradictions du système capitaliste, pour se rendre compte et rendre compte de la gravité extrême de la crise dans laquelle est enfoncé ce système, mais aussi pour étudier et critiquer les effets destructeurs, dévastateurs de ce système sur les individus, sur les sociétés, sur l'environnement, sur la vie même. Donc, pour rendre compte aussi des menaces, des dangers qu'il fait peser sur l'humanité tout entière et la barbarie totale qu'il nous impose. Donc le but premier de ce livre
est de faire prendre conscience et de comprendre la nécessité d'un dépassement du système capitaliste et modestement, avec nos forces. L'OIC n'est pas constitué de centaines et de centaines de chercheurs. Nous sommes une petite équipe, mais motivée et, je le crois, sérieux dans nos analyses. Nous nous efforçons de contribuer à construire ces alternatives d'avenir d'un post-capitalisme à la fois dans la théorie et dans la pratique. Nous pensons fondamentalement que la voie de sortie de la crise du capitalisme est celle d'une sortie du capitalisme, une voie post-capitaliste populaire, démocratique, écologique et plus, si affinité, disons, pour nous clairement socialiste. Donc, dans ce livre, nous commençons dans ce cadre marxiste, donc, par une description, une analyse même, puisqu'il y a une présence de la théorie dès le tout début du livre, des grands mouvements contemporains, d'une part d'accroissement du travail improductif, d'autre part de dévalorisation du travail, puis nous soulignons la tendance à l'accumulation sans travail en liaison directe avec la financiarisation croissante de l'économie capitaliste moderne et avec l'essor du capital fictif qui se trouve être au cœur de la grande crise contemporaine. Donc le processus qui est étudié ici est aussi celui d'une séparation du travail et de l'argent. Et à ce propos, un chapitre du livre est plus spécifiquement consacré aux crypto-monnaies, bitcoins et autres, en tant qu'elles sont de nouvelles formes d'argent fictif, mais aussi et surtout, pour nous, de nouvelles relations sociales de pouvoir. Et nous nous demandons, entre autres interrogations, si nous n'avançons pas à grands pas vers un monde multipolaire des monnaies, comme nous le disons. Et dans cette perspective-là, pour aller un peu plus loin, nous examinons aussi les contradictions qui sont à l'œuvre au sein des grands empires financiers, c'est-à-dire au sein même de la haute finance états-unienne ou anglo-états-unienne, et plus précisément les contradictions existantes, opérantes entre les différentes fractions de ce qu'on appelait avant fractions dominantes des classes dominantes, disons, des différentes fractions de cette haute finance, tout spécialement entre la fraction états-unienne, fraction financière états-unienne globaliste, disons, de la finance globalisée, et la fraction plus spécialement états-unienne, néoconservatrice, que nous appelons continentaliste. Okay, donc fraction globaliste d'un côté, continentaliste, néoconservatrice de l'autre. Et au sein de ces contradictions et de ces conflits internes à la finance, qui n'est pas une entité homogène, qui est une entité accueillant, si je puis dire, des conflits d'une extrême violence entre fractions dominantes, nous nous intéressons au positionnement, comme on dit, de différents acteurs politiques fondamentaux, au premier rang desquels le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, mais aussi les principaux dirigeants actuels de l'Union européenne et, bien sûr, au-delà de ces forces, disons, appartenant aux pays impérialistes, nous nous interrogeons aussi sur le positionnement frontal, pour le coup,
en face de ces fractions de la finance, de nouvelles formes émergentes que nous appelons nouvelles formations sociales émergentes que sont en particulier les classes dirigeantes des pays émergents, ou de certains pays émergents. Parmi ces nouvelles formations sociales émergentes, la Chine, évidemment, occupe une place tout à fait majeure, tout à fait importante, tendant sous certains aspects même à devenir un leader de ce nouveau front, en ce qu'elle agrège, elle permet d'agréger autour d'elle un certain nombre de forces potentiellement ou tendanciellement alternatives. Donc la Chine fait l'objet d'un chapitre spécial dans lequel nous nous interrogeons sur un certain nombre nous apportons des éléments de réponse à des grandes questions, très grandes questions que je vais schématiser ici à très grands traits. D'abord, la Chine serait-elle en train de s'approcher d'un point de suraccumulation de capital ? C'est une question que beaucoup d'observateurs de ce pays se posent. La Chine pourrait-elle impulser un nouveau cycle de croissance économique pour le système mondial capitaliste ou pas ? C'est une autre question tout à fait majeure auquel nous tentons de répondre. La Chine aiderait-elle à une certaine reconnexion du capital avec l'économie réelle ou pas ? Elle ne semble pas avoir fait le choix adopté sous des formes diverses par les différentes fractions de la haute finance états-unienne ou anglo-états-unienne, c'est-à-dire un choix d'accumulation de capital fictif sous ces dimensions à la fois financières et militaires. La Chine semble engagée dans une autre voie. En tout cas, c'est une question que nous traitons aussi. La Chine constitue-t-elle le dernier bastion du capital productif ou pas ? Ou est-elle en train, elle aussi, d'évoluer avec un certain nombre de problèmes se posant à son économie aujourd'hui, qui semble, dont le taux de croissance semble se ralentir un petit peu. Mais enfin, toutes ces questions sont abordées et traitées de manière assez synthétique. Bon, pour ceux qui celles et ceux qui s'intéressent davantage à la Chine, je renvoie au livre coécrit avec Ziming Long, La Chine est-elle capitaliste, que les éditions critiques ont publié quelques mois plus tôt, en février dernier. Voilà, donc finalement, nous réfléchissons face aux échecs répétés des tentatives des capitalistes pour sortir de la crise systémique du capital, nous réfléchissons aux possibilités d'une sortie du système capitalisme même, du fait de l'impossibilité de sortir de la crise capitaliste.